C'est l'automne. David s'affaire au semis pour la saison prochaine. En profondeur, le sol, qui semble presque endormi, fourmille d'activité. Les premières présences se dévoilent dès qu'on soulève des débris de végétation. La nuit et l'humidité règnent. Pourtant, plus du quart de la biodiversité mondiale habite ici. Ces petits animaux sont-ils indifférents aux mouvements qui se passent en surface, au travail de David? Plus que l'humidité, un autre élément attise toutes les convoitises, la matière organique. Celle-ci est le carburant qui fait fonctionner le précieux équilibre à l'intérieur du sol. Car ici, tout est question d'équilibre. Les plus gros animaux, les cloportes, les gloméris et les vers de terre par exemple, fragmentent les feuilles. Tout ce travail sera facilité par des êtres plus petits, des colamboles et des acariens, parmi les plus abondants dans les sols. Les bactéries sont là, elles aussi, par milliards. Elles s'attaquent aux éléments les plus difficiles à dégrader, avec les champignons, eux aussi très présents. La matière organique est aussi déterminante dans la structure du sol. Elle s'agrège à des particules très fines et forme les précieux agrégats capables de stocker des nutriments et de l'eau libérés progressivement pour les plantes. C'est l'inverse d'une alimentation à base d'engrais minéral. Si l'on perd 30% des espèces dans le sol, on diminue de 40% la minéralisation de la matière organique et on augmente la résilience de nombreux pathogènes. Voici un mois que le blé est en terre. À ce stade, la priorité est de structurer un bon réseau de racines, car ce sont elles qui devront rassembler les nutriments nécessaires à la croissance et à la bonne santé du végétal. Ici, tout ce petit monde s'organise, s'autorégule, avec même d'improbables entraides entre la plante et des bactéries, des champignons ou des insectes. C'est une véritable usine à préparer des nutriments. Une communication chimique peut s'instaurer entre une racine attaquée par un parasite et de petits animaux aptes à déloger l'hôte indésirable. Pour passer l'hiver et mieux résister au froid, toutes les solutions sont bonnes. La production de molécules antigel, migrer en profondeur ou n'exister que sous la forme d'œufs qui écloreront lorsque les températures seront propices. En plein hiver ou lors des canicules, cette période de vie ralentie est encore plus critique si le sol est nu, s'il n'y a pas de couche de végétaux ou de paillage qui fassent tampon. L'arrivée des beaux jours est un renouveau pour tous. Les intentions sont claires, agrandir la famille. Pour ces colamboles, si certaines parades font décoller un partenaire, d'autres sont plus soft.
Seulement, au dégel, le sol est fragile. L'intervention mécanique est périlleuse. Et la terre, une fois tassée, limite sérieusement le passage de l'eau et de l'oxygène. Ce sont les 10 premiers centimètres de surface qui concentrent presque tous les habitants du sol. Et quand ils se retrouvent brutalement propulsés en profondeur, 90% des acariens et la majorité des colamboles se retrouvent incapables de survivre, privés d'oxygène. Là encore, l'usine souterraine dysfonctionne. Un sol peu remué travaille donc beaucoup plus. Un travail mécanique inadapté constitue la plus grosse perte de qualité du sol. La structure à l'intérieur du sol, parlons-en. Plus les agrégats sont nombreux et de taille diversifiée, plus l'eau et les nutriments sont abondants pour la plante. Là encore, la microfaune du sol est une précieuse alliée pour le cultivateur. Les bactéries cimentent les micro-agrégats, les champignons agglomèrent ces petits éléments aux agrégats plus gros qui s'emboîtent à la façon de poupées russes. Chacun y va de sa petite crotte, de sa boulette, ou, pour les vers de terre, du transit dans leur tube digestif pour enrichir ce système. Et c'est là une base de la fertilité des sols. Avec l'arrivée des pluies printanières, une couverture végétale du sol quasi permanente fait la joie de tous. L'intense activité autour des racines n'est pas arrêtée. L'usine peut alors tourner à plein régime. C'est le moment où le technicien de la coopérative fait le tour des parcelles pour conseiller les adhérents. Là, la parcelle, elle est régulière. En salissement, ici, on n'a que des dicotes, donc on ne va pas s'embêter. On ne fera pas d'antigraminées. C'est ce qui coûte le plus cher à éliminer. Et on fera, voilà, on a de la pensée. Les épis de blé se forment. Les silos seront probablement bien remplis cette année. Mais la plante n'est pas encore à l'abri d'une attaque de parasites. Et dès l'apparition des premiers symptômes, David va devoir traiter. Même sélectifs, les traitements insecticides ne vont pas se limiter à la surface ou à une espèce et vont sérieusement perturber l'activité en profondeur autour de la racine. Le dilemme est alors délicat. Il faut limiter les apports de ces produits de synthèse. Ne doit-on pas miser sur un sol bien vivant, structuré de haut en bas et bien nourri? Les déséquilibres biologiques seraient alors moindres et les agents pathogènes moins nombreux. Nourrir son sol de manière régulière, c'est activer un équilibre biologique qui contribue inéluctablement à la bonne santé de la culture et à celle des consommateurs. C'est un cercle vertueux. C'est aussi un investissement d'avenir. Pour les cultivateurs, l'aboutissement de tous ces efforts est d'obtenir une récolte de qualité. La demande des consommateurs évolue. Le climat change. Les sols sont menacés. Alors, ceux qui travaillent la terre s'interrogent. Face à ces évolutions, faut-il remettre en cause ou même accélérer certains changements de pratiques? Nos sols, on y tient parce que c'est important, c'est ce qui fait vivre nos fermes, c'est l'avenir de nos exploitations. Donc, si on n'alimente pas en matière organique, eh bien, tout ce petit monde, il ne peut pas vivre, il ne peut pas travailler, quoi. Alors nous, on est céréalier pur. Donc forcément, on est pénalisé. Alors on a trouvé des astuces de contournement. Alors en faisant des échanges paille-fumier avec des collègues de la CUMA, voilà, on arrive à trouver des choses, bien entendu. On a des très bonnes pratiques en semi-direct parce qu'on maintient l'érosion. On n'a plus d'érosion de sol dans les terrains vallonnés. Par contre, on va employer du pesticide. Si on passe en bio, eh bien, on n'a plus de pesticides, mais on fait que gratter la terre. On a de l'érosion.
Oui. Rien n'est parfait, donc il faut toujours avoir un compromis. Le gratouillage, ça me permet d'éviter le glyphosate. Oui. Si on change un peu nos pratiques, on fait des couverts, si on s'occupe bien du sol, on voit vite revenir les vers de terre. On a peut-être pendant trop longtemps utilisé plus le sol comme un support, et là maintenant, on se rend bien compte, on n'est pas les seuls à considérer le sol comme un milieu vivant et à prendre les mesures qu'il faut pour que ça le soit de façon durable et surtout voir améliorer les choses. Donc c'est ça qui me paraît intéressant et important de voir cette évolution, cette dynamique par rapport à ça. Les exploitants agricoles sont les premiers à adapter leurs pratiques et même à en inventer de nouvelles. Cette nouvelle approche pourrait tracer la culture de demain.